Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents ce soir à l'IFRI pour cette présentation traditionnelle annuelle de Ramsès. Dominique David devait être ici à ma place. C'est lui qui modère habituellement la présentation de Ramsès. Malheureusement, il ne peut pas être là ce soir. Donc, je ne suis pas Dominique David. Je suis Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation de l'IFRI et co-rédacteur en chef avec Dominique David de la revue Politique étrangère. Nous sommes réunis ce soir pour la présentation de l'édition 2021 de Ramsès, qui est ici, et qui, comme d'habitude, est structurée en 3 parties. En première partie, il y a les perspectives de Thierry de Montbrial, qui nous seront exposées un peu plus tard lors de la deuxième table ronde. Il y a ensuite une deuxième partie qui est intitulée 3 enjeux pour 2021, et nous allons nous concentrer sur cette deuxième partie pour cette table ronde, avec 3 enjeux qui sont la santé et le climat, l'Europe et le monde arabe. Et puis la troisième partie est intitulée, comme d'habitude, le monde en question, et c'est un tour d'horizon de l'actualité politique internationale. Donc pour cette première table ronde, comme je le disais, nous allons nous concentrer sur les 3 enjeux, et j'ai avec moi pour en parler Marc-Antoine Ailmazega, qui est directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, Éric-André Martin, qui est le nouveau secrétaire général du Comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, à l'IFRI. Et puis, à distance, vous la voyez sur votre écran, Dorothée Schmidt, qui est responsable du programme Turquie et Moyen-Orient de l'IFRI. Je vois que certains lui font coucou dans la salle, mais je ne sais pas si elle vous voit. Je vais le dire, Thierry. Donc, en fait, ce qui va se passer pour cette conférence, c'est que je vais échanger pendant une trentaine de minutes avec les 3 intervenants. Et ensuite, vous aurez l'opportunité de leur poser des questions. Vous aurez l'opportunité de le faire en salle, donc il faudra me le signaler. Et puis, à distance également, puisque, comme Thierry vient de le signaler, nous sommes en hybride, c'est-à-dire qu'il y a là des dizaines, peut-être des centaines, peut-être des milliers, qui sait, de personnes qui nous suivent à travers différents canaux sur Zoom. Donc, sur Zoom, vous pourrez poser des questions. Et je le signale d'emblée d'un point de vue technique, il y a un petit onglet sur Zoom qui s'appelle Q&A, donc les questions et les réponses. Et au fil de la conférence, vous pourrez écrire vos questions dans cet onglet. Il y a dans la salle d'à côté une équipe de l'IFRI de soutien que je remercie parce qu'ils m'entendent et qui traitent ces questions au fur et à mesure. Et ils me signaleront à la fin de cette table ronde les noms de plusieurs personnes qui pourront intervenir et poser leurs questions sur les écrans que vous voyez dans cette salle. Donc, c'est effectivement une innovation pour l'IFRI, cette conférence hybride, et je ne résiste pas à la tentation de vous citer une définition de Flaubert, qui, dans son dictionnaire des idées reçues, définit l'innovation de manière très brève. C'est une citation très brève, en 2 mots. Thierry, je vous laisse deviner. Très bien, c'est prudent. Innovation, toujours dangereuse. Donc, nous prenons un certain risque. Il n'est pas impossible que la connexion soit interrompue à certains moments. Si ça arrive, je tiens à rassurer toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. La vidéo est bien sûr enregistrée et nous la diffuserons dans les jours qui viennent. Donc, vous ne raterez rien si jamais il y a des coupures de réseau. Voilà pour la petite introduction. Je me tourne immédiatement vers Marc-Antoine. Donc, Marc-Antoine, tu as coordonné cette partie qui s'appelle Santé, climat, Covid-19 et maintenant. Et j'aimerais, dans le fond, te poser une question très générale pour commencer, qui est: pourquoi est-ce pertinent de lier ces 2 champs, le champ sanitaire et le champ climatique? Et peut-être de manière plus précise, en quoi le Covid-19 a-t-il fait bouger les lignes sur la problématique sur laquelle tu travailles au quotidien, à savoir la transition énergétique? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et je prends la parole effectivement en premier pour annoncer peut-être des mauvaises nouvelles d'abord, en espérant qu'ensuite on aborde des sujets un peu plus réjouissants. Je crois que le lien a sauté aux yeux de tout le monde parce que finalement nous sommes des stakhanovistes de la destruction de la biodiversité. Nous grignotons cette biodiversité au sens littéral. Et c'est finalement ce pauvre animal pangolin qui aurait finalement répandu le virus, tout comme le virus Ebola avait été propagé par les chauves-souris. Et peut-être d'abord une première remarque, c'est celle d'un paradoxe finalement. Nous avons là plus d'1 million de morts dans le monde liés au Covid. La pollution atmosphérique tue 4,2 millions d'habitants dans le monde. Et on tue aussi beaucoup en France, à peu près 46 000 par an. Donc c'est beaucoup plus que le nombre de morts que nous avons à ce jour en France du virus. Or, face
au virus, nous mettons tout en œuvre coûte que coûte. Face à la pollution atmosphérique, la France a été condamnée par la Cour européenne de justice l'année dernière parce qu'elle n'a jamais rien fait ou insuffisamment fait pour combattre les émissions de dioxyde de soufre. Donc là, il y a un réel décalage. La deuxième remarque, c'est que, je le disais, la biodiversité, finalement, et réchauffement climatique et changement climatique sont étroitement liés. Je crois que jusqu'à présent, on était très focalisé sur le changement climatique, pas assez sur ce lien-là et sur l'importance de la biodiversité. Les océans se réchauffent, absorbent moins de CO2, les forêts tropicales sont dégradées ou détruites, 20% déjà. Le rythme, c'est à peu près une Belgique tous les ans qui disparaît. Donc, c'est absolument catastrophique. Et finalement, donc, tout est lié. Et quand même, en termes de bonnes nouvelles, il y a une prise de conscience, il y a un agenda diplomatique avec 2 COP, conférences des parties, l'une sur le climat l'année prochaine, l'autre sur la biodiversité. Donc, une occasion finalement de rebondir. Et malheureusement, les émissions de CO2 ont pu légèrement baisser pendant le confinement. La concentration de CO2 dans l'atmosphère, malheureusement, est à un niveau record. Et autre mauvaise nouvelle, finalement, il faudrait probablement confiner l'équivalent de 8 mois le monde entier pour être aligné dans la trajectoire de 1,5 degré. Ça va peut-être arriver, sait-on jamais. Peut-être. Voilà, donc en gros, on est toujours le pied sur l'accélérateur. On va à peu près à 170 km/h dans le mur au lieu de 180. Tu mentionnes les initiatives diplomatiques, tu as parlé de la COP, j'aimerais qu'on se focalise maintenant sur l'Union européenne, puisque dans ta contribution, tu expliques qu'il y a eu 4 décisions historiques qui ont été prises sur la question de la transition énergétique fin 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Peut-être que tu pourrais les rappeler et puis ensuite expliquer en quoi le Covid-19 a justement changé la perception du Green Deal. Effectivement, il faut se rappeler, il y a un an, on sortait de cette élection européenne, on avait passé l'été, on était en pleine tractation pour choisir un président de la Commission. Ursula von der Leyen, finalement, est choisie, est sortie de la poche ou du chapeau, et puis est mal élue, et tout d'un coup, quand même, alors qu'on la disait mal conseillée, enfermée, etc., c'est le tremblement de terre, 1, du Green Deal, 2, de l'annonce de la neutralité carbone en 2050, 3, l'annonce que la Banque européenne d'investissement finalement arrêterait dès l'année prochaine les financements liés aux hydrocarbures. Et 4, alors ça c'était un processus qui était déjà enclenché mais qui a été très abouti, c'est celui de la taxonomie, cette classification des investissements pour apporter de la transparence dans le marché et permettre en fait d'orienter les finances vers les projets, les investissements qui sont vertueux pour l'environnement et le climat. Il y a un certain nombre de critères. Donc, c'est un moment historique qui s'est joué et il faut mesurer le chemin parcouru. Quelques mois auparavant, l'Allemagne, dont Mme von der Leyen était ministre, l'Allemagne bloquait des 4 fers, les objectifs de 2030 étaient déjà inatteignables, il fallait être réaliste, et puis 2050, on verrait, l'industrie d'abord, en gros. Et donc, un bouleversement là s'opère. Et qu'est-ce que le Green Deal finalement? C'est une ambition, encore à ce stade. Malheureusement, évidemment, avec le Covid, il y a eu beaucoup de retard dans la mise en œuvre et dans le déroulement d'un certain nombre de stratégies, etc. Mais c'est une ambition qui vise à, 1, accélérer, qui vise à neutraliser tous les gaz à effet de serre, pas seulement le dioxyde de carbone. C'est une stratégie qui vise pas seulement le secteur électrique, mais à décarboner aussi l'industrie, l'agriculture, le transport. Et enfin, c'est une stratégie qui vise toutes les dégradations environnementales. Pas seulement le réchauffement climatique, mais toutes ces dégradations. Donc, en soi, c'est un bouleversement et un exemple d'innovation qu'a apporté immédiatement Mme von der Leyen et qui, à mon sens, fait beaucoup de sens. Son vice-président chapeaute l'énergie, le climat, la pêche, l'agriculture, la santé, le transport. Or, c'est une innovation qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En gros, ça voudrait dire que le Premier ministre du gouvernement français est un Premier ministre coordinateur de la transition énergétique. Mais ça n'existe qu'à Bruxelles. Dans les États membres, cela n'existe pas encore. Et pourtant, c'est absolument crucial parce que, je l'ai dit, la transition, ce n'est pas que le secteur de l'électricité, c'est tous les secteurs économiques. Tu expliques aussi que le Green Deal n'est pas gagné. Donc là, tu as été assez optimiste dans ta présentation, mais je pense qu'il faudrait aussi expliquer pourquoi ce n'est pas gagné, sans rentrer dans une longue liste comme tu le fais en contribution, mais peut-être mentionner les 3 ou 4 facteurs les plus importants
qui font que le Green Deal reste encore à faire? Le premier facteur, c'est qu'il faut, pendant les 30 prochaines années, c'est long, 30 ans, c'est une guerre de 30 ans finalement pour le climat qui se lance. Il faut se souvenir, la chute du mur, c'est à peu près le même espace. Il va falloir que les États membres soient cohérents, sans arrêt. Il faut qu'il y ait cette cohésion, que rien ne la fléchisse, parce que, évidemment, les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur vont s'engouffrer dans la moindre brèche. Le deuxième élément, c'est le problème de l'investissement. Il va falloir, en gros, tripler les investissements dans le secteur de l'énergie par rapport à leur niveau actuel. Et surtout les réorienter vers les technologies bas carbone. Or, pour l'instant, l'organisation du marché n'apporte pas les signaux nécessaires pour mobiliser ces investissements. De surcroît, les entreprises vont mal. Et donc là se pose un défi immense et il va falloir agir, notamment par le levier du prix du carbone. Il va falloir agir en subventionnant un certain nombre de secteurs. Il va falloir agir par le levier de la politique industrielle. Un autre élément essentiel, c'est qu'il faut que les États membres reconnaissent que chacun a des préférences technologiques et que tout le monde n'est pas pareil. J'entends par là qu'on ne peut pas réussir cette transition si l'on décide que le nucléaire n'y a pas sa place ou que le gaz, du moins à moyen terme, n'y a pas sa place. Ça ne marchera pas. Donc il faut quand même là essayer de construire un certain consensus. Et enfin, il faut que certains États soient plus aidés que d'autres. La Pologne, par exemple, a hérité d'un mix au charbon. On ne peut pas leur demander d'en sortir du jour au lendemain. Et la France, inversement, a un jeu facile. Son secteur de l'électricité est déjà décarboné. Donc, on ne peut pas comme ça jeter la pierre aux Polonais et ne pas aussi faire notre propre introspection. J'évoquais tout à l'heure les problèmes de la pollution. Enfin, un dernier élément, il va falloir avoir une stratégie extérieure robuste. En particulier vis-à-vis de notre voisinage, qu'il va falloir accompagner, emmener, et puis vis-à-vis des grandes puissances qui, elles, sont pour la plupart réfractaires pour l'instant, même si on décèle ici et là quand même des signaux d'un changement, et la récente annonce du président Xi en atteste. Il se passe peut-être un frémissement dans le bon sens dans la gouvernance mondiale du climat. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Éric André. Si on a un peu de temps, je reviendrai vers toi après. Éric André, donc toi, tu as coordonné la partie sur l'Europe. Et il a été assez évident au début de cette crise que l'Europe a été divisée, absente, lente, et puis ensuite on a assisté à un réveil. Ce constat suscite un certain nombre d'interrogations que je vais formuler de la manière suivante. D'abord, est-ce que tu penses que la lenteur et la division du début va laisser des traces dans certains pays? Je pense par exemple à l'Italie. Ensuite, peut-être que tu pourrais nous expliquer quels ont été les déterminants et les acteurs du réveil européen. Et enfin, si on veut résumer tout cela par une formule bien connue, est-ce qu'effectivement l'Europe n'avance que dans les crises? Et dans le fond, est-ce que ce n'est pas une opportunité du coup pour l'Europe? Merci. Je vais essayer de répondre brièvement à toutes ces questions. Je ne suis pas sûr d'être plus optimiste que l'a été Marc-Antoine. Je crois que ce qu'on essaye d'expliquer dans notre article, c'est le fait que cette crise a en fait posé une question centrale aux citoyens européens et aux dirigeants européens, à savoir à quoi sert une Europe qui serait incapable de venir à l'aide de ces populations quand celles-ci sont en danger ou en difficulté. Et le cas de l'Italie est assez révélateur dans la mesure où l'Italie a été touchée très tôt par l'épidémie et de manière très violente. Et donc, à quelque part, elle a essuyé les plâtres pour les autres, puisque c'est là où on a pu tirer un certain nombre d'enseignements au regard de l'exemple italien. Et dans ce contexte, l'Italie s'est tout de suite trouvée débordée, ses capacités hospitalières saturées, et a manqué d'équipements de protection pour son personnel soignant et pour les populations. Et elle a tenté de trouver de l'aide, de chercher de la solidarité auprès des autres États membres et des instances européennes. Et elle a fait le constat très désagréable qu'on avait rétabli les frontières avec elle, que certains États membres avaient soit pratiqué des
a mis en place des contrôles aux exportations pour les équipements sanitaires et que d'autres pratiquaient des réquisitions sur des stocks et empêchaient l'acheminement de certaines cargaisons. Et ensuite, elle a essayé de se tourner vers l'Union européenne en faisant jouer le mécanisme de protection civile. Et en fait, il n'y a pas eu de réponse. La raison, c'est que cette crise n'avait pas été anticipée, que par conséquent, les moyens nécessaires pour pouvoir lutter n'étaient pas en place. Et vu la vitesse de propagation, la virulence de ce virus, l'Europe n'a pas été en mesure de répondre, je dirais, de manière efficace dans cette phase haute de la crise sanitaire. Alors ensuite, qu'est-ce qui a joué pour articuler une réponse? Je pense que c'est le fait que c'est la prise de conscience assez claire de la part des responsables européens et des chefs d'État et de gouvernement que l'Europe, si elle n'était pas capable de mettre en œuvre une réponse qui traduisait en acte la solidarité, allait au-devant de grandes difficultés. On voyait déjà, dès le mois de février, des sondages en Italie qui traduisaient un grand niveau de défiance vis-à-vis de l'Europe, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays, l'Espagne notamment. Et donc, il a fallu pouvoir mettre en œuvre cette réponse. Et la voie qui a été la plus efficace a été le soutien à l'économie pour éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en crise économique, en crise sociale et potentiellement en crise politique. Et donc, ça a été tout l'enjeu du pacte du plan de relance. Et on a bien vu que la définition d'un concept qui permettait de matérialiser cette solidarité a été très difficile à trouver, dans la mesure où les lignes de fracture traditionnelles entre États membres sont restées en place et que il a fallu l'initiative franco-allemande pour pouvoir sortir de l'ornière du débat qui avait été posé au départ autour des Corona Bonds. Et donc, l'Europe, finalement, je pense, sortira renforcée de cette crise seulement si elle arrive à empêcher une crise économique et si elle arrive à maintenir un certain niveau de cohésion entre ses États membres, faire en sorte qu'il n'y ait pas de décrochage économique entre les États membres, de faire en sorte que les pays qui étaient au départ les plus faibles ne ressortent pas plus faibles de la crise et que les plus forts ne ressortent pas plus forts. Merci. Je vais faire le lien entre le réveil européen par le plan de relance, l'endettement qui est fait au niveau de l'Europe et la question du Brexit qui est traitée évidemment dans Ramsès, en faisant un peu de publicité pour politique étrangère, parce que sinon je ne ferais pas correctement mon travail. Dans le dernier numéro de Politique étrangère, nous publions un article de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, et Clément Beaune écrit, je cite, « Si le Royaume-Uni était encore membre de l'Union européenne, l'accord sur le budget et un tel plan de relance auraient été inaccessibles. » La question que j'aimerais te poser, Eric, c'est est-ce que tu partages ce diagnostic de politique fiction que Clément Beaune fait d'ailleurs prudemment. J'ai enlevé les formules de prudence qui étaient au début. Et est-ce que tu partages donc ce point de vue? Et dans le fond, si tu le partages, est-ce que le Brexit a finalement du bon pour l'Union européenne? Je pense que le problème qui se serait posé, alors c'est toujours difficile de faire de la politique fiction, mais je pense que le problème qui se serait posé pour les Britanniques, c'est le fait que le Parlement britannique n'aurait pas accepté de transiger sur sa souveraineté. Et donc ça aurait été un problème d'aller aussi loin, surtout de mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait conduire à une évolution fédéraliste de l'Europe. Et donc, ça aurait été, je pense, un problème majeur. Pour autant, même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union, enfin, ou est en train de sortir de l'Union européenne, on a quand même pu voir que dans la négociation, c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure, qu'un certain nombre d'États ont été extrêmement durs dans la négociation, en défendant un certain nombre de principes que le Royaume-Uni aurait soutenus
Et que donc, il y a des États qui se sont posés en continuateurs ou en héritiers de cette tradition, et que donc, je dirais, le problème que posait le Royaume-Uni n'est pas totalement évacué. Je pense là aux États dits frugaux, et notamment aux Pays-Bas, qui revendiquent cette continuité. Merci, je vois que tu es prudent. La réponse, c'est du ni oui ni non, une réponse de chercheur. Avant de passer à Dorothée, j'aimerais qu'on aborde la question du rapport de l'Europe au monde, puisqu'il n'a échappé à personne que certaines expressions sont à la mode, la commission géopolitique, l'Europe puissance, la souveraineté européenne. Et la question que j'aimerais te poser, c'est, à ton sens, quelle est la marche à suivre pour faire en sorte que l'Europe cesse d'être, pour reprendre une autre expression à la mode, un herbivore dans un monde de carnivores? Ça fait référence à une interview de Zygmunt Gabriel de mémoire qui avait lancé cette formule. Alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est le fait qu'on voit tout de suite, à travers cette crise, que la mondialisation telle qu'elle était, je dirais, en vigueur jusqu'à présent, ne pourra pas continuer comme ça. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que la recherche d'investissement poussée uniquement par le moindre coût atteignait ses limites, dans la mesure où ça créait des dépendances vis-à-vis de fournisseurs qui devenaient uniques, de marchés uniques, et qu'au bout d'un moment, ça pouvait poser un problème, risque géopolitique, risque sanitaire ou tout autre type de risque. Il y a un Allemand, de mémoire, c'est Bernd Lange, le patron de la commission du Parlement européen sur le commerce international, qui a publié une note assez intéressante sur ce sujet, où il souligne, par exemple, que la Chine produit à peu près 30% des biens manufacturés dans le monde, et que la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, produit autour de 4,5%. Donc le jour où il y a un problème dans une de ces régions, qui ne sont pas forcément très grandes à l'échelle du monde, ça produit des effets sur l'ensemble du monde. Donc ça, c'est un premier point. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de relocalisation d'emplois, ou en tout cas de restructuration des chaînes de valeur sur une base plus régionale, plus courte. Donc il y a un débat qui s'est engagé, un débat qui a une dimension politique, mais qui aura de toute façon une dimension économique. Et là, il faudra voir comment les grands acteurs économiques vont se positionner. Il y a un deuxième niveau, c'est pour l'Europe et les institutions européennes, comment s'adapter à ces nouveaux enjeux. Alors, on voit que sur ce plan, l'Europe doit, on voit notamment à travers l'action de certains des responsables, notamment la présidente de la Commission, l'Europe doit prendre en compte de plus en plus les stratégies géoéconomiques d'un certain nombre d'acteurs pour pouvoir résister à des tentatives de coercition qui pourraient résulter de ces situations que j'ai évoquées. Alors, je pense en particulier à la question de la réforme des politiques communautaires, notamment la politique commerciale, la politique de la concurrence, puisqu'on s'aperçoit, on a vu l'exemple des trains à grande vitesse il y a un an, qu'aujourd'hui, la concurrence se fait entre des grands acteurs extérieurs et de quelques acteurs isolés au niveau européen. Et si on laisse les règles de concurrence inchangées, ça conduira au raffermissement de monopoles de grands acteurs étrangers. La politique commerciale, on voit aujourd'hui que des mécanismes ont été mis en œuvre en Europe il y a un an qui paraissaient inatteignables, notamment le filtrage des investissements. Et ça fait partie de cette réponse pour pouvoir protéger le patrimoine technologique et éviter de s'exposer à des stratégies géoéconomiques. Merci Eric. Nous allons maintenant voir si Flaubert avait raison et si les innovations sont dangereuses. Dorothée, est-ce que tu nous entends? Alors, il faut J'entends, mais sans vous parler, c'est ça.
Vous m'entendez? On t'entend également, c'est formidable. Flaubert avait tort. C'est une grande Voilà, nouvelle. Robert a tort pendant 10 secondes. Euh, Alors, alors, je rappelle d'abord aux internautes qui peuvent poser des questions dans le fil questions-réponses sur Zoom. Et je te pose tout de suite ma question, qui est la suivante. Dans la partie que tu as coordonnée dans Ramsès, tu couvres très largement l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour expliquer les réponses de ces États au Covid et la manière dont le Covid a pu être instrumentalisé par certains États pour développer une politique parfois agressive. Est-ce que tu peux très rapidement nous faire un tour d'horizon en choisissant peut-être quelques exemples marquants? d'abord, le Ramsès cette année, évidemment, a marché sur des œufs. Et en ce qui concerne le suivi de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, on était devant un vrai dilemme, puisque quand on a produit notre analyse, la région était passée un peu à travers les gouttes. Elle a relativement peu. Ça s'est aggravé courant juin. Et maintenant, les données nous donnent une sorte de gros peloton de pays qui se situent entre la 13e et la 40e place des pays du monde qui ont le plus souffert du Covid, de l'épidémie, de la pandémie de Covid-19. Donc, on a des résultats qui sont moins brillants que ceux qu'on avait vus euh, au moment de boucler. Néanmoins, notre sorte de logiciel d'analyse, de prévision sur les effets structurels, sur la gouvernance, les relations entre pays, a assez bien fonctionné. Donc ta question euh, permet de revenir à certains des aspects de cette analyse. Euh, Bon, je vous donne quand même très rapidement le peloton des pays qui ont le plus souffert. A pas tellement bougé finalement depuis le début. Le pays de la région qui a le plus souffert, c'est l'Iran. L'Irak vient ensuite, puis l'Arabie Saoudite, puis la Turquie. Un pays dont le cas est très impressionnant, c'est Israël, dont vous savez il vient de redécider d'un confinement total pour plusieurs semaines. Et c'est aujourd'hui le pays qui compte le taux d'infection le plus élevé de sa population dans le monde, devant les États-Unis. Euh, pour la plupart de ces pays, on a eu un questionnement sur les données. Est-ce que finalement tout ça était bien fiable? On a considéré que les données qu'on avait étaient relativement fiables parce qu'elles sont notamment, je dirais, corroborées socialement par les réseaux sociaux. Alors, par exemple, pour un pays comme le Liban, on sait que s'il y a vraiment une grosse infection dans un coin, on va le savoir très rapidement, la nouvelle va se répandre très rapidement parce que l'information est impossible à contrôler complètement. Euh, mais donc, dans tous ces pays, malgré tout, on a un nombre de contaminations qui monte beaucoup et un nombre de morts qui reste inférieur à ce qu'on a pu connaître, y compris dans des pays de l'Union européenne qui ont été déjà mentionnés dans son intervention par Éric André Martin. Ce qui me frappe structurellement, c'est qu'on a quand même eu dans un premier temps une sorte d'effet d'opportunisme lié à cette situation de suspension provoquée par la de l'épidémie, ou dans lesquels le taux de contamination était à peu près contrôlé, dans lequel le nombre de morts a été relativement faible, ont pu profiter de la suspension du monde pour mettre en place des mesures restrictives chez eux, notamment parce que d'abord le fait qu'ils avaient peu de contamination ou qu'ils étaient frappés relativement moins que les autres venait de la fermeture des frontières. Donc on a eu un cloisonnement de la région très fort, qui a des effets sur les conflits. Alors, les conflits de la région, certains ont été gelés, d'autres, au contraire, ont vu des effets assez théâtraux de renversement. Je pense au conflit libyen, où vous savez que la situation s'est totalement renversée pendant l'été. Des effets sur la maîtrise des contestations en interne. Quand on a travaillé sur le Ramsès, la première hypothèse sur le chapitre monde arabe était celle d'un deuxième printemps arabe. En cours de route, on a été moins
je ne vais pas dire optimiste ou pessimiste, mais en tout cas moins convaincu par cette hypothèse, parce que précisément les régimes pouvaient reprendre la maîtrise de l'espace public et de la contestation sociale à la faveur des mesures de contrôle social liées au Covid-19, et ça a été très clair en Irak, au Liban, en Algérie, où le Hirak a beaucoup de mal à reprendre également, où de plus en plus de journalistes se font arrêter. Et il y a un effet économique aussi assez paradoxal finalement de Covid-19, avec à la fois des économies mises à l'arrêt, et notamment les économies du Golfe qui ont beaucoup souffert de l'arrêt complet du transport aérien, la fermeture des frontières, de l'arrêt des échanges, et double peine sur fond de baisse des prix pétroliers, donc avec des ressources qui sont beaucoup moins rentrées. C'est par exemple le fonds souverain saoudien qui a continué d'investir sur des marchés européens. Donc dans un premier temps, on avait l'impression que tout n'allait pas forcément si mal, mais qu'en revanche, la suspension du monde permettait des avancées à certains de ces pays sur des dossiers qui leur importaient en termes de rapport de puissance. Et ça m'amène finalement à une transition un peu tardive avec ce que vient de raconter Éric-André Martin. Ce qui nous frappe beaucoup, nous, sur la région, c'est l'absence complète de gestion multilatérale de la crise. C'est que vraiment, on a eu une provincialisation absolue du Moyen-Orient, que toutes les institutions de gouvernance globale ont été inactives, que donc chaque pays a géré la crise comme il le pouvait, comme il le souhaitait, avec une absence de confiance complète de pays à pays. Ça, c'est le premier aspect très important, structurel du point de vue de la gouvernance. Le deuxième aspect, c'est la crise des États. Et là, on a eu des moments de basculement cet été, je pense à l'effondrement prévisible du Liban après l'explosion dans le port de Beyrouth, dont on voit mal aujourd'hui comment l'économie libanaise pourrait se relever facilement d'un tel coup, qui achève plutôt un cheval qui était déjà quasiment à l'agonie. En Syrie, pas de solution politique en vue claire pour le moment, avec encore ce face-à-face entre les Russes et les Turcs à Idlib, et une incapacité des pays majeurs intervenant dans le conflit syrien à se mettre d'accord sur un arrangement politique pour gérer la Syrie à l'avenir. Et pour tout le monde, l'attente des élections américaines, avec l'idée que peut-être une alternance politique aux États-Unis pourrait amener des changements, un basculement, mais de la part de nos camarades analystes américains, au contraire, des signaux plutôt faibles qui nous disent que le prochain président américain devra d'abord s'occuper des États-Unis, et que, évidemment, le conflit libyen, par exemple, ne fera pas partie de ses priorités. Un dernier moment de basculement dans la région qui est important, depuis que cette suspension du monde est arrivée, on a vu des basculements d'alliances qui se sont accélérés. Et là, je pense à deux points qui ont été particulièrement présents dans les médias ces derniers temps, qui sont très intéressants à suivre, qui sont d'une part évidemment le rapprochement entre Israël et les Émirats arabes unis, avec donc la levée d'un énorme tabou sur les relations entre l'État hébreu et les pays arabes du Golfe, certains pays arabes du Golfe. Et l'autre point tout à fait à la fois passionnant et préoccupant, c'est la mise en scène de l'affrontement franco-turc, à la fois sur le dossier libyen et en Méditerranée orientale. Ça pourrait venir également sur d'autres dossiers, qui nous amènent à nous interroger de plus en plus ouvertement sur l'avenir de l'OTAN, et sur la réorganisation des alliances occidentales face au Moyen-Orient, et sur le rôle que pourraient jouer les Russes comme intermédiaires, médiateurs éventuels dans d'autres conflits. Je vais m'arrêter là. Ouais. Oui, ça tombe bien. Et j'attends avec impatience tes questions qui vont mettre à rude épreuve la boule de cristal qui chauffe déjà avec mon Macintosh. Non, je ne vais pas rajouter de questions parce qu'il est déjà 10 et qu'il nous reste qu'une vingtaine de minutes, et qu'on m'envoie par SMS la liste d'attente des personnes qui veulent poser des questions sur Zoom, et il y en a sûrement aussi dans la salle. Donc, je vais peut-être commencer par une question dans la salle, le temps que Madame Danielle Rochard, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui travaille au Parlement européen et qui veut poser une question sur Zoom, se prépare.
Une question dans la salle, Philippe. Attends, Philippe, il faut un micro, sinon on ne t'entendra pas de l'autre côté sur Internet. Merci beaucoup. Donc, Philippe Moreau-Defarge, un ancien de l'IFRI. Non, la question est pour Dorothée Schmidt. Est-ce que l'accord Israël-Émirats arabes unis change fondamentalement la donne au Moyen-Orient? Est-ce que véritablement il y a un élément d'optimisme dans cet accord ou ça ne change rien du tout? Enfin, ça n'est qu'une péripétie. Voilà. Dorothée, tu as entendu la question? Oui. Alors, je dois répondre au fur et à mesure ou bien tu veux prendre d'autres? Tu peux répondre. Non, vas-y, réponds. Elle peut répondre. Elle peut répondre. Alors, écoute, ça change tout pour Israël. Et c'est extrêmement intéressant de voir que la façon dont cet accord est vu et répercuté en Israël, c'est euh, la mise en scène d'un accord avec un pays qui est présenté comme le pays de la modernité au Moyen-Orient. Donc c'est le pays arabe qui a un avenir. Les Émirats sont l'espoir de la modernité au Moyen-Orient, le pays le plus ouvert. On nous annonce un développement rapide à venir du tourisme. Alors, dans cette ère de pandémie, où moi-même je suis semi-confinée, je dois dire que j'ai beaucoup de doutes sur l'évolution du tourisme à moyen terme dans la région. Je ne suis pas sûre qu'elle change encore beaucoup de choses de l'autre côté. Elle ne changera pas les choses pour les Palestiniens. Benjamin Netanyahou a annoncé, comme vous le savez, son intention d'annexer la Cisjordanie. Le monde arabe n'est pas en état de toute façon de résister à cela, mais on sait néanmoins qu'en Arabie Saoudite même, il y a quand même de très forts désaccords entre le roi et son héritier sur cette question palestinienne. Donc on peut s'imaginer à un peu plus de disputes internes en Arabie Saoudite dont nous n'aurons que les échos assez lointains. Merci Dorothée. Je vois que Madame Danielle Richard est apparue à l'écran. Vous avez la parole, Madame. Merci. Je suis effectivement Danielle Richard. Je dirige au Parlement européen une unité qui s'appelle Global Trends, Tendance mondiale, une unité d'analyse et de prospective. Ma question était une question commentaire général sur ce qui a été dit au début, en particulier à propos de l'Europe spécifiquement. Savoir l'Europe n'avance que dans les crises. C'est quelque chose qui revient très souvent, ou pour ma part, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne question. Il est normal, et surtout en démocratie, qu'il nous faille la pression de la crise pour prendre une décision par définition douloureuse, coûteuse, etc. La vraie question, me semble-t-il, et qui est souvent contournée, c'est celle de la préparation à la crise. Et la préparation, elle dépend, je crois, pas spécialement des politiques, mais il faut en fait que les structures soient en place, que les administrations se parlent, que les échanges aient eu lieu et que l'expertise ait percolé dans les administrations qui seraient susceptibles de préparer dans de très brefs délais la décision. Et c'est là que je m'interroge, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à mettre ensemble, en dehors des crises, toute cette expertise diffuse qui existe par ailleurs. C'est bon pour l'IFRI, c'est pour ça que je suis là, pour écouter ce que dit l'IFRI. Je suis très souvent ce que dit Dorothée en particulier sur la Turquie. Donc ça percole quand même. Mais je me dis, est-ce qu'on a raison de se focaliser toujours sur les lamentations? Nous ne faisons que de la gestion de crise. Le vrai problème, c'est est-ce que nous préparons suffisamment, avec suffisamment d'expertise, les décisions politiques qui ne pourront être prises que sous l'effet, la pression d'une crise. Voilà. Merci, Madame. Effectivement, c'est plus un commentaire qu'une question, mais peut-être qu'Éric veut quand même réagir. Très brièvement, je dirais qu'il faudrait distinguer ce qu'on entend par crise. Je pense que sur la question du Covid en particulier, puisque c'est de ça dont il s'agit ce soir, ça pose une question plus large, à savoir, y a-t-il des crises qu'on peut, sinon prévoir, au moins anticiper? Et je pense que sur la question d'une crise sanitaire,
On sait depuis le début des années 2000, depuis la crise du SRAS, la crise H5N1, etc., que ce genre de scénario est maintenant plausible, vraisemblable, et que par conséquent, il fallait pouvoir s'y préparer sans pour autant savoir à quel moment ça se produirait. Et donc, ça renvoie à la capacité des États de s'organiser pour pouvoir gérer des scénarios de crise qui surviendront à un moment non précisé. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est plus largement, c'est la capacité pour l'Europe de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir le faire autour d'un projet, d'un agenda. Et je pense qu'il y a un problème autour de ça en Europe en ce moment, c'est qu'on réagit sur des crises parce qu'on manque d'un agenda, d'une vision qui permettent de s'y préparer. Sur le plan de relance, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de difficultés si on avait pu avancer sur des débats qui ont lieu il y a 2 ans sur un budget de la zone euro, puisque précisément ça avait pour objectif de mettre en place des stabilisateurs automatiques. Donc si on avait eu un système en place de ce type, on aurait été beaucoup mieux armé pour réagir. Alors une note positive, c'est la Banque centrale européenne qui a très bien fonctionné, justement parce qu'on a pu tirer des enseignements de la crise précédente de la zone euro. Donc, tout n'est pas noir, mais enfin, il y a quand même un problème d'ajustement au sein des institutions et des gouvernements. Merci Eric. Nous allons prendre une autre question dans la salle, s'il y en a. Sinon, il y a Maxime Séguin, qui est étudiant à Cambridge, qui aimerait poser une question par Zoom. Y a-t-il d'abord une question dans la salle? Non. Alors, est-ce que la technique peut nous balancer sur Cambridge, s'il vous plaît? En voyage, c'est bien. À défaut de pouvoir le faire en vrai, nous le faisons par Zoom. Non, ça passe pas? Il n'est pas là, pas rentré? Est-ce qu'il va rentrer dans la salle d'attente Zoom, si je comprends bien, ou pas? Non? Pas de questions dans la salle? C'est étonnant. Je vais en poser une, alors le temps que Maxime Séguin arrive. J'aimerais rebondir, Marc-Antoine, sur ce que tu disais, les plans de relance, mais en me focalisant plus spécifiquement sur les plans de relance français et allemands. Est-ce que tu penses qu'ils vont dans la bonne direction en matière de transition énergétique? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la suite de cette crise, on a changé de palier en termes de dépenses publiques, en termes de prise de conscience qu'il fallait accompagner davantage financièrement cette transition et que probablement que le marché et les entreprises ne feraient pas tout toutes seules et qu'il allait falloir donc davantage d'argent public. Ça, c'est très important parce que lors de l'annonce du Green Deal, chacun avait quand même compris que les fonds qui étaient mis sur la table ne suffiraient pas. Donc, c'était une grande ambition, mais derrière, le moteur finalement ne pourrait pas tracter la machine européenne, l'économie européenne, etc. Ces plans de relance français et allemands consacrent 30% des fonds à la transition énergétique. Il y a une grosse dimension industrielle dans le plan français, un petit peu moins dans le plan allemand. Dans le plan allemand, dans le domaine de l'énergie et du climat, il y a aussi une dimension qui est très intéressante, qui consiste à accroître le pouvoir d'achat des Allemands, qui était largement grévé par le coût du financement de cette transition énergétique, donc à la fois le développement des renouvelables et des réseaux. Et donc, l'État fédéral allemand va prendre à sa charge une partie importante de cet effort-là. Donc ça, c'est très important parce que, du coup, le pouvoir d'achat s'améliore et d'un autre côté, on va pouvoir, du coup, continuer d'investir en Allemagne dans les énergies renouvelables pour notamment accompagner la sortie du nucléaire d'abord, d'ici quelques mois, et puis du charbon ensuite. La deuxième chose, c'est qu'il y a, à mon sens, trop de précipitation à avoir sorti des plans le plus rapidement possible. Pas assez de concertation entre les deux pays. On se concerte après. Donc, chacun a sorti son plan. Puis ensuite, on va discuter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Alors que probablement, on aurait pu faire des très, très grandes économies si l'on avait, au préalable, discuté ensemble de comment faire tel et tel projet ensemble, financer la R&D sur tel et tel aspect, etc. Et donc, malheureusement, le risque, c'est d'avoir
ou ce sera de dilapider une partie de ces fonds. Là où, malheureusement, aujourd'hui, bien sûr, il y a un besoin de politique industrielle, etc., mais il y a aussi besoin de soutenir les gens, donc de politique sociale, parce que, évidemment, tout cela ne marchera pas si, à la prochaine élection, les gens se tournent vers des formations populistes ou des partis qui n'ont absolument pas pris en compte l'enjeu de la transition, l'enjeu de la protection face à la biodiversité et qui jouent le court terme par rapport aux menaces auxquelles on est confronté à long terme. Merci beaucoup. On me signale par SMS qu'il y a aussi Almaric Verret qui voudrait prendre la parole par Zoom. Je ne sais pas si Maxime Séguin a bel et bien disparu ou pas, mais peut-être qu'on peut leur donner successivement la parole s'ils sont tous les deux là, ou sinon l'un des deux, pour commencer. Maxime Séguin, je suis là, si vous m'entendez. Problème technique sur la salle d'attente de Zoom. Vous allez donner raison à Flaubert, attention. En attendant, j'aimerais poser aussi... Ah, Thomas veut poser une question. Thomas Gomard. Oh, vas-y, Thomas, je t'en prie. Le micro, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup pour les présentations. C'est une question qui s'adresse plutôt à Dorothée en espérant qu'elle nous entende, mais sinon, je pense que vous pourrez y répondre. J'ai été frappé par ta formule, Dorothée, sur la mise en scène de la tension franco-turque. Et je serais intéressé de voir la lecture ou les options qui se dessinent aujourd'hui, à la fois sur l'avenir de l'OTAN, tu en as dit un mot, mais plus généralement sur l'évolution de la relation entre l'Union européenne et la Turquie. Je sais que tu as conduit des travaux en ce sens. Dans quelle mesure cette relation peut contribuer à de la désescalade ? Dorothée, est-ce que tu as entendu la question ? Oui, j'ai très très bien entendu. Cette question de Thomas fait pour moi une transition très bonne avec quelque chose que j'avais en tête pour répondre sur la capacité d'anticipation de l'Union européenne qui théoriquement serait assez faible puisque l'UE ne se construit que dans les crises. Je pense que sur la diplomatie européenne vis-à-vis de la région sur laquelle je travaille, les seules choses qui ont fonctionné au contraire ont été des efforts de très long terme avec des travaux qui n'ont pas forcément été dans des formats strictement UE. Néanmoins, ça a été un format UE sur la construction de l'autorité palestinienne après les accords d'Oslo. Aujourd'hui, des efforts qui sont assez largement mis à mal par le blocage des processus de paix et la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens, la division entre Gaza, la Cisjordanie, etc. Mais on était parvenu à vraiment concrétiser des avancées institutionnelles qui avaient été préparées pendant très longtemps, notamment par le couple franco-allemand au sein de l'UE. Et l'autre exemple très bon, c'est la négociation du JCPOA, avec un effort très, très important du trio britannique, allemand et français. Donc je crois que ce n'est au contraire que quand les Européens sont extrêmement cohérents sur le long terme, qu'ils arrivent à faire avancer des solutions politiques importantes. Et je suis très préoccupée de voir qu'on n'a pas aujourd'hui compris la mesure de l'enjeu des relations avec la Turquie. Je pense qu'il est vraiment absolument indispensable qu'on ait une réflexion sur nos relations stratégiques avec la Turquie. On sait que Charles Michel a proposé l'ouverture d'une conférence qui traiterait avec la Turquie de questions à la fois des migrations, de questions de l'avenir de la relation économique entre l'UE et la Turquie, de questions stratégiques. Tous ces sujets sont sur la table et ne pourront pas être résolus dans le cadre de la procédure d'adhésion. La relation a vraiment changé de nature. Et je crois que sans se mettre d'accord au minimum en franco-allemand là-dessus, et encore mieux évidemment avec l'ensemble des États membres, qui partagent un diagnostic dans la relation avec la Turquie, qui est celui d'une Turquie finalement très agressive, mais qu'on ne sait pas comment contenir d'une certaine façon, sans ce diagnostic en amont, sans mettre en place un vrai travail de fond, on s'expose à des nuisances terribles en provenance de Turquie. Alors sur l'aspect OTAN, je pense que l'avenir dépendra beaucoup effectivement des élections américaines. Vous savez qu'à mon sens, la reculade provisoire, qui n'est pas présentée comme ça par les Turcs, mais le fait qu'ils aient ramené leur bateau d'exploration au port,
est plutôt due à la visite de Mike Pompeo et à un petit coup de baguette américain sur les doigts que à la démonstration militaire française. Donc je pense qu'au sein de l'OTAN, il n'y a que les Américains, encore à ce jour, qui puissent vraiment mettre de l'ordre et faire exercer une forme de discipline. Et je suis assez préoccupée de voir qu'aujourd'hui, les Turcs et les Français ont presque le même statut au sein de l'OTAN, qui est un statut de puissance intermédiaire, trublion, qui refuse la règle du consensus. Merci Dorothée. Je comprends mieux maintenant les remarques des présentateurs radio ou télé pendant le confinement qui disaient que c'était beaucoup plus dur de modérer à distance quand on ne se voit pas les yeux dans les yeux. Mais enfin, on y arrive. Et on y arrive aussi au niveau technique puisque Maxime Séguin de Cambridge est avec nous, je crois. Oui, absolument. Vous m'entendez? Faiblement. Ah, faiblement. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, si vous m'entendez toujours. Si vous pouvez approcher un tout petit peu votre micro de votre bouche, ça marchera mieux. Oui, c'est peut-être mieux comme ça? C'est mieux, merci. Merci pour votre présentation. Excusez-moi pour les problèmes techniques. Ma question se pose aussi sur les questions d'adhésion, mais sur les questions d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. On en a entendu beaucoup parler, effectivement, après les réformes voulues principalement par la France. Et maintenant, avec le Covid-19, ce qui est normal, on entend moins parler. Mais la question, est-ce qu'on veut plus d'Europe ou pas? Et donc, justement, c'était pour avoir votre avis sur est-ce que vous pensez que sur ce dossier-là, il va y avoir un peu des avancées ou pas en 2021 ou au plus long terme? Merci beaucoup, Eric. Je te laisse réagir. On prendra ensuite une dernière question, si ça fonctionne, d'Elmaric Verret. Bien, c'est une très bonne question dans la mesure où, quand on a parlé d'Europe géopolitique, c'est une façon aussi de l'illustrer parce que il me semble, et ça fait le lien avec les sujets traités par Dorothée, je crois que l'Europe, si elle veut vraiment devenir une Europe géopolitique, doit vraiment s'occuper de son voisinage. On a vu, pour faire le lien aussi avec la question du Covid, on a vu que pendant la pandémie, l'Europe a été tout à fait absente de cette région, notamment des Balkans. On a tous vu la mise en scène du président serbe accueillant l'aide chinoise. Donc, il y a un vrai enjeu pour l'Europe d'être beaucoup plus présente dans cette région qui fait l'objet de convoitises par un certain nombre de puissances tierces. Et ça illustre assez bien la question l'analogie entre les herbivores et les carnivores, parce que si l'Europe reste trop herbivore dans cette région-là, elle finira par être chassée et avoir un certain nombre de difficultés. Donc c'est un vrai sujet. Savoir comment ça va progresser, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même assez nette au niveau de la Commission sur ce point. On voit notamment Joseph Borrell qui a quand même déployé un discours assez actif, proactif sur ce point. Donc, je pense que c'est un des éléments qui permettra de mesurer les avancées de l'Europe en tant qu'entité ou puissance géopolitique. Merci Eric. Est-ce qu'on peut avoir M. Verret sur Zoom? Oui, bonjour, Amérique Verret de chez Produtri. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Non, ça ne fonctionne pas. J'attends un signe de la technique, le pouce en haut ou le pouce en bas. Le pouce est en bas. Ah, pourtant je parle. Chez les gladiateurs, c'était mauvais signe. Bon. Pas de son alors. Moi, je vous entends, mais je suis la seule. Ah, mais c'est une question pour vous. Très bien. Bon, en même temps, il est presque l'heure. Bon. Je laisse une dernière chance à M. Verret. Oui, la question était de... Vous avez mentionné... Et sinon, je conclurai par une boutade. En vous disant, et du printemps je parle arabe, lentement le temps que ça arrive. Effectivement, le Maroc... Non, ça n'arrive pas. En vous disant qu'il est beaucoup plus sûr de lire Ramsès 2021 que Flaubert. Voilà. Merci à tous.